Bienvenue dans le 1945 de ITV. La presse sénégalaise endeuillée. Le journaliste Jean Meïssa Diop n'est plus. Le formateur au CESTI était souffrant ces derniers temps. Avec sa disparition, la presse sénégalaise dans son ensemble perd un illustre journaliste, un homme affable, généreux et disponible. Écoutons le docteur Mamadou Ndiaye, directeur du CESTI. Il est au micro de Papa Ibrahima Ndiaye. C'est vraiment une triste nouvelle que nous avons reçue parce que M. Jean Meïssa Diop est un diplômé du CESTI, un ancien du CESTI comme on dit, qui a toujours été une référence dans le métier, partout où il a été amené à servir. Notamment, nous l'avons beaucoup connu à Walfadjri. Aussi, en tant que professionnel, il enseigne au CESTI depuis quelques années et il fait son travail d'une excellente manière. D'ailleurs, il y a quelques jours seulement, nous avons eu à discuter sur l'organisation de ces enseignements pour cette année 2020-2021. D'ailleurs, on était convenu même de lui confier un autre enseignement qui n'était pas prévu pour cette année. Tout ça, nous l'avons fait sur la base de ses conseils. Pour dire que c'est un journaliste qui était généreux, qui a toujours eu à nous prodiguer des conseils et chaque fois aussi dans la corporation, qu'il a vu un mauvais fonctionnement ou des choses qui n'allaient pas dans le bon sens, il n'hésitait jamais à interpeller les responsables. Nous-mêmes, il a eu à nous contacter pour plusieurs choses et que nous avons géré ensemble. Donc c'est pour dire que la corporation a perdu un éminent journaliste, mais aussi le CESTI a perdu un enseignant de qualité. Les autorités étatiques sont responsables de l'explosion des cas de Covid-19 au Sénégal. Ces propos sont du coordonnateur de la plateforme Sénégal Avenir Bougnoubeg. Cheikh Tidiane Dièye, invité du jury du dimanche, est également revenu sur la loi 69-29 relative à l'état d'urgence et de siège modifiée à l'Assemblée nationale. Selon lui, cette modification ne répond qu'à l'agenda politique du chef de l'État, Macky Sall. Je vous propose la synthèse de votre émission dominicale Jury du dimanche avec Abdourahmane Ly. Les autorités sont responsables de l'explosion des cas de coronavirus au Sénégal. C'est la conviction de Cheikh Tidiane Dièye. Le coordonnateur national de la plateforme Sénégal Avenir Bougnoubeg estime qu'elles ont quelque peu trompé la vigilance des Sénégalais. Et là où il y a eu un vrai problème dans la première vague, c'est au niveau de la sensibilisation et de la prise en charge dans la communication gouvernementale. Il y a eu énormément d'avancées et de reculades, de brouillage dans les messages du gouvernement. Et vous avez vu, lorsque malheureusement les taux de contamination ont commencé à baisser, on a tout de suite pensé au niveau du gouvernement que c'était terminé et on s'est presque relâché. Et tant qu'il y a un virus dans le pays, la maladie n'est pas terminée. Vous pensez que le gouvernement a une part de responsabilité Absolument. Dans l'explosion dans la perception que l'opinion, le public, les citoyens ont de la maladie. Par ailleurs, Dièye juge que la modification de la loi 69-29 sur l'état d'urgence et l'état de siège répond plus à un agenda politique du président de la République. À chaque fois qu'il y a des phénomènes exceptionnels, le monde rentre en crise, vous voyez deux types de leaders émerger. Des leaders prospectifs, visionnaires, qui savent anticiper et transformer, qui se positionnent pour saisir les opportunités qu'offre la crise. Mais vous voyez d'autres malheureusement, et c'est malheureusement ce qui est en train d'arriver ici, qui en profitent en disant les esprits sont suffisamment malléables, on peut faire passer tout ce qu'on veut, en profiter pour faire changer les lois, se donner plus de pouvoir, affaiblir d'autres pouvoirs de contrôle comme l'Assemblée et autres. Néanmoins, le coordonnateur de la plateforme Sénégal Avenir Bougnoubeg est conscient qu'il faut faire face à cette crise sanitaire. Sa méthode, au-delà du respect strict des mesures barrières, Cheikh Tidiane Dièye prône une stratégie de vaccination à l'image des autres campagnes contre d'autres maladies. Placement sous mandat de dépôt de Boubacar Seye après ses déclarations sur les fonds de l'Union européenne destinés à la lutte contre la migration irrégulière. Le coordonnateur de la plateforme Sénégal Avenir Bougnoubeg demande la libération du président de Horizon Sans Frontières. Pour lui, c'est le gouvernement du Sénégal qui doit s'expliquer sur la destination des fonds en question. Cheikh Tidiane Dièye est interrogé par Mamadou Ibrahima. Il faut qu'on comprenne que Boubacar Seye n'a pas sa place en prison. Il n'a rien dit qui mérite qu'on l'ait arrêté. Si le gouvernement l'a fait pour faire peur aux autres et faire en sorte que les activistes ne parlent plus, la responsabilité lui incombe. Parce que si le gouvernement avait dit avant toutes ces informations,
que le gouvernement a reçu de l'argent, c'est-à-dire une communication proactive du gouvernement plutôt que réactive. Annoncer l'argent reçu, les secteurs dans lesquels cet argent a été investi et faire l'évaluation pour présenter des résultats aux Sénégalais. Si cela avait été fait, il n'y aurait pas eu ce genre de problème. Et évidemment, comme vous dites, si ce n'est pas fait, c'est parce qu'il n'y a pas une politique migratoire du Sénégal et on est plutôt dans le tâtonnement et puis la fuite en avant dans beaucoup de domaines. Coronavirus à présent, 268 tests sont revenus positifs sur 2448. 6 personnes sont décédées ce samedi. 51 cas graves admis en réanimation et 192 patients ont été contrôlés négatifs, donc guéris. Le travail des Sirouman a pris un coup avec le couvre-feu. Ces conducteurs de taxi qui d'habitude ne roulent que la nuit voient leurs activités s'arrêter. Le constat de Mohamed Ndiaye qui s'est rendu dans quelques garages de taxi dans la capitale sénégalaise. Des voitures jaunes noires immobilisées le long de l'avenue du président Lamine Gueye, même décor au garage de taxi de Sam. Certains chauffeurs font une course contre la montre avant la tombée de la nuit. Couvre-feu oblige. Un couvre-feu qui freine l'activité des Sirouman, ces chauffeurs qui prennent le relais de nuit. C'est des conducteurs de taxi qui roulaient le soir. Entre le temps du début du travail et l'heure du couvre-feu, il y a une courte durée. Et avec ça, tu n'auras pas le choix, à part que de rester chez toi. Beaucoup d'entre eux prônent l'assouplissement des mesures prises. Ceux qui habitent loin ont beaucoup de difficultés. Il sera bien de revoir la décision du couvre-feu. Pourquoi ne pas fixer l'heure à minuit? 21h, ça n'arrange pas les travailleurs. Ce chef de garage liste les difficultés et témoigne de la précarité des Sirouman, taximans de nuit. Mais ils peinent même à trouver de quoi payer pour venir jusque-là, à cause de la décision du couvre-feu. La nuit était une opportunité pour les taximans qui prennent le volant le soir des mains des titulaires, seul moyen de vivre de leur métier en attendant de trouver un propriétaire qui leur fait confiance ou de pouvoir acquérir leur propre taxi. Le couvre-feu est ainsi venu leur occuper les vivres. Le conseil de surveillance de l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels s'est rendu compte de la variété des entreprises et de l'occupation du domaine industriel de Diamniadio lors d'une visite de terrain. Malgré les difficultés d'accès et d'assainissement de la zone industrielle, elle est entièrement occupée avec même une extension prévue. Babacar Seck. Le conseil de surveillance de l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels a visité le domaine de Diamniadio pour s'enquérir de l'évolution du site. Le président du conseil de surveillance de l'APROSI a trouvé une zone dynamique à forte capacité de main-d'œuvre. Les gens qui travaillent, comme l'industrie qui se développe, une installation forte et à forte capacité de main-d'œuvre. Ça, il faut féliciter la direction générale, notamment qui est là, Mohamed Ba, pour tout le travail avec son équipe qui nous ont permis en tout cas d'aller vers ce niveau-là. On a l'obligation quelquefois de joindre la parole à l'acte. Ça veut dire quoi? Ça, quand nous faisons des délibérations, quand nous faisons des recommandations et des orientations, il est important qu'après 1 à 2 années ou 3, de venir sur le terrain et de constater de visu si effectivement le travail est en train de se faire comme il se doit. Les 147 hectares du domaine industriel de Diamniadio ont trouvé preneur. Déjà, une trentaine d'unités industrielles sont en activité et d'autres en cours d'installation. Sur le domaine globalement qui était vierge en 2014 et que M. le Président de la République a demandé, disons, de pousser, de booster avec le ministère de l'Industrie, nous avons vu aujourd'hui qu'il y a une trentaine d'entreprises en activité. Nous avons visité ensemble quelques entreprises, à peu près 7. Parmi ces 7 entreprises, il y en a 3 qui ont au moins 1000 emplois par entreprise. Donc, c'est dire qu'il y a une haute intensité de main-d'œuvre ici. Les difficultés d'accès et d'assainissement sont les principaux problèmes auxquels le domaine industriel est confronté. Parce qu'aujourd'hui, quittant le site, on n'est pas connecté à l'autoroute pour pouvoir sortir. C'est une très grande doléance et nous sommes en train de travailler au niveau des structures et au niveau de l'administration, du ministère en charge de cela, pour résoudre ce problème.
L'autre problème, c'est l'assainissement. L'expérience du domaine industriel de Diamniadio est une réussite selon les autorités de l'APROSI et devrait être renouvelée dans les régions. Et le 24 janvier de chaque année est célébrée la Journée internationale de l'éducation, prétexte de s'interroger sur l'avenir de nos langues nationales à l'heure où les langues étrangères occupent une place chez beaucoup de nos concitoyens. Mohamed Ndiaye. Au Sénégal, la langue française est parlée dans presque toutes les sphères administratives, dans les écoles, les entreprises ou même dans certains foyers. Une langue officielle qui cache souvent l'existence d'autres langues de chez nous. Au détour d'une voie passante de Ouakam, cet étudiant en lettres modernes est en pleine discussion et s'exprime dans sa langue maternelle. Selon lui, l'utilisation à outrance du français au détriment de nos langues nationales peut mener à une acculturation. Les conséquences sont nombreuses et seront dans l'avenir très néfastes. Car si vous voyez un jeune qui est incapable de s'exprimer correctement en Wolof, en Pulaar, alors pourtant qu'il est Peul ou Wolof, là vous voyez que les langues tendent à disparaître. Et quand une langue disparaît, c'est la culture qui a disparu. Et quand la culture disparaît, c'est-à-dire qu'on ne se reconnaîtra plus dans la vie. Donc même nous-mêmes, nous allons disparaître. Et ce qui va perdurer, c'est la langue française. C'est l'Occident encore qui va poursuivre donc sa domination sur nous et sur nos langues. Pour éviter de tomber dans une situation pareille, cet homme âgé d'une trentaine d'années estime qu'on doit privilégier nos langues nationales au niveau des foyers. Dans les foyers, les parents doivent éviter de parler français aux enfants. Ils doivent s'exprimer par le biais de nos langues nationales. De ce fait, les enfants sauront réellement leur appartenance ethnique. Nous sommes des Sénégalais, pas des Occidentaux. Malgré le nombre de langues nationales codifiées au Sénégal, l'emploi de la langue française pousse souvent certains au complexe de s'exprimer dans leur langue maternelle. Ce qui relance le débat sur un développement possible ou pas avec l'utilisation de la langue d'autrui. Direction Kolda, le conseil départemental, le centre de conseil pour adolescents et des organisations de la femme misent sur la transformation des produits locaux pour une autonomisation des femmes. Cette alliance tripartite entre dans le cadre de la diversification des stratégies de résilience pour une approche inclusive et holistique pour la relance de l'économie nationale. Le président du conseil départemental de Kolda, le professeur Moussa Baldé, en est l'initiateur. Seydou Diatta. Beaucoup de stratégies ont été jusque-là développées sans véritablement permettre aux femmes d'atteindre le seuil de l'autonomie et asseoir le leadership. L'espoir réside à présent dans la transformation des produits locaux. On a fait des savons à base de l'huile et le beurre de karité. Et on a un savon aussi qu'on a fait à base de niébédaï pour permettre juste aux femmes d'avoir une autonomisation, mais aussi de pouvoir communiquer et imposer leur leadership. Pour les jeunes favorables à la politique du président du conseil départemental de Kolda, porteur de l'initiative, l'autonomisation de la femme passe par la formation et la diversification des AGR à travers une approche holistique. La dépendance économique est en train de grimper. Les femmes continuent de plus en plus de dépendre au pouvoir d'achat des hommes. Aujourd'hui, nous nous sommes dit qu'il faut propulser ce que nous avons toujours prôné depuis que nous étions à la tête de la Sodogri, c'est-à-dire le consommer local. Il faut que nous utilisons les produits qui sont accessibles au niveau local, les transformer pour que ces femmes puissent être libres et autonomes et pouvoir avoir la capacité de se prendre en charge pour le développement du Sénégal de manière générale. En plus d'avoir contribué à la réalisation du projet, le président du conseil départemental de Kolda, le professeur Moussa Baldé, promet de s'investir pleinement pour la commercialisation et l'extension de l'initiative aux différentes contrées de la région. Nous avons la matière première, ce qui nous manque, c'est la transformation. Donc je suis heureux de voir qu'ici maintenant, on pourra aujourd'hui se laver avec du savon fait des mains de jeunes filles. Les savons de luxe qu'on nous vend, ils ont commencé comme ça. Ils ont amélioré le marketing pour avoir des savons qui se vendent dans le monde entier. Nous allons vous accompagner pour en faire une unité industrielle. La première production ayant bénéficié de l'appréciation des Koldois, les femmes promettent de réunir les conditions pour entamer la phase de la labellisation et de production à grande échelle.
Saviez-vous qu'il y a un coin au Sénégal où l'on vend des lunettes en gros 500 francs l'unité? C'est Balla Diagne qui nous l'apprend, vendeur clandestin de lunettes installé juste en face de l'UCAD. Il vend toutes sortes de lunettes, y compris des verres dégressifs. Une activité qui marche bien pour lui, même s'il est contre l'automédication. Abdourahmane Li. Nous sommes juste devant l'UCAD. Pendant que des gens se hâtent de rentrer chez eux avant l'heure du couvre-feu, Balla est tranquille dans sa zone de confort. Là où il fait son commerce d'accessoires, ses lunettes, il les achète en gros entre 500 et un peu plus à Colobane ou encore en ville. Je vends au moins une lunette par jour, ça marche bien. Et c'est lorsqu'il y a du vent que cela marche encore mieux. Les clients viennent en masse. Ces lunettes, je les achète au niveau des magasins en gros pour un bénéfice qui varie entre 200 et 300 francs. Balla Diagne vend également des verres dégressifs. C'est d'ailleurs le même fournisseur qui l'approvisionne. Ce sont des lunettes dégressives. Rien ne nous empêche de leur vendre ces lunettes-là. Il nous arrive parfois de demander aux clients si c'est le pharmacien qui leur a prescrit ces lunettes qu'ils demandent. Même si aucun risque d'abîmer l'œil et de contracter une pathologie oculaire n'est à déplorer, selon les ophtalmologues, des maux de tête ou encore des dédoublements d'image sont à relever. Et pour éviter de vivre ces complications visuelles, Mansour, venu pour changer la monture de ses lunettes, met en garde. Moi, je crois que ce n'est pas normal qu'une personne se rende chez un vendeur clandestin pour acheter des lunettes, de surcroît des lunettes avec degrés. Ces gens doivent se rendre d'abord à l'hôpital pour se faire consulter. Si j'avais la myopie, j'irais à coup sûr à l'hôpital pour une consultation en amont. Ce qui est sûr est que Balla n'est pas médecin. Ce qui semble l'intéresser, c'est la recherche de bénéfices. Les résidus alimentaires, le bois ou encore les cadavres d'animaux sont des matières organiques pouvant être transformées en énergie. Il s'agit de la biomasse, une source considérable d'énergie issue de la photosynthèse. Sa valorisation augmente le part des énergies renouvelables dans le mix énergétique et réduit les émissions de gaz à effet de serre. Le récit de Mustapha Gabardio. La biomasse est l'ensemble des matières organiques, végétales ou animales pouvant être transformées en énergie. Elle existe sous trois formes. Solide, comme par exemple la paille, les copeaux ou les bûches. Liquide, comme les huiles végétales ou le bioalcool. Ou encore gazeux. En fonction du type de biomasse et des procédés utilisés, sa valorisation produit de la chaleur, de l'électricité ou une force motrice de déplacement. Par exemple, la combustion de biomasse permet d'actionner des moteurs et des turbines pour la production d'électricité. Le même procédé peut être utilisé avec de la biomasse sous forme gazeuse. La biomasse permet aussi de produire des biocarburants utilisés pour alimenter des véhicules. La diversité des matières organiques constituant la biomasse permet à de nombreux pays d'avoir accès à cette ressource. Elle peut donc favoriser leur indépendance énergétique. De plus, la biomasse participe à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre dans la mesure où le CO2 dégagé par la combustion des bioénergies est compensé par le CO2 absorbé par les végétaux lors de leur croissance. La récupération du biogaz dans les décharges permet de capter le méthane issu de la biomasse dont l'effet de serre est considéré comme 21 fois plus fort que le CO2. La biomasse n'est considérée comme une source d'énergie renouvelable que si sa régénération est au moins égale à sa consommation. Ainsi, par exemple, l'utilisation de bois ne doit pas conduire à une diminution du nombre d'arbres. La fin de ce bulletin d'information, mais je vous retrouve dans Jeune Femme Dynamique à 21h et je vous laisse en attendant avec Adama Anouchkaba pour la suite de la Totale bloc d'information. Elle sera également avec vous pour le 19h45 de ce lundi. Adama, j'ai pris mes 4 minutes.